Salut, c'est Akina, reporter de l'agence Citizen Light. C'est un grand jour pour moi, c'est une première, c'est même la première. Comme moi, vous en avez marre des médias anxiogènes qui diffusent la peur et jouent sur nos émotions en permanence. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Face à ce constat, avec Citizen Light, on a décidé d'arrêter de se plaindre et d'aller sur le terrain pour vous rencontrer en lançant la série J'irai m'informer chez vous. Quoi de mieux que des acteurs du terrain, dans le réel au quotidien, pour s'informer sans filtre. Alors, je pars en immersion totale dans une association, une famille, une entreprise, pour aller découvrir des solutions locales qui répondent au désordre global. Ce mois-ci, je pars à la rencontre de pionniers de l'agriculture vivante. On ne va pas revenir sur toutes les impasses et les drames du monde agricole qui est en crise depuis des décennies. Ici, on va mettre en lumière des personnes et des initiatives inspirantes qui montrent que de nouvelles voies possibles et qui donnent de l'espoir. Ils sont porteurs d'un projet agricole fédérateur et construisent tout un écosystème pour permettre l'émergence d'un nouveau paradigme basé sur le vivant. Ils appellent ce modèle l'agriculture sur sol vivant. Discrètement, humblement, mais avec beaucoup d'ambition, ils font leur bout de chemin. Après 15 ans d'engagement, des associations, des entreprises, des fermes, des centres de formation, des réseaux, des laboratoires de recherche et développement ont vu le jour. Je pars pour ce printemps qui se fait tant attendre à la rencontre de François Mullet et Vincent Levavasseur. Ils ont fondé au cours de la dernière décennie à la fois l'association Maraîchage sur sol vivant, Vers de terre production, le Centre national d'agroécologie et les serres de Marseille sans être exhaustif. Vers de terre, biodiversité, travail du sol, matière organique, pollution de l'eau, érosion, études de sol, souveraineté alimentaire, productivité, mécanisation. Nous allons aborder en profondeur des sujets complexes, mais dans une approche de vulgarisation pour nous permettre à tous de devenir les messagers de cette révolution invisible et pourtant si puissante. Vers l'agriculture sur sol vivant, les vers de terre contre-attaquent aux serres de Marseille. Bonjour François, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bah écoute, il fait frais ce matin, mais on est pas mal. Merci, en tout cas ça fait vraiment plaisir, merci à vous de m'accueillir sur les serres de Marseille. Aujourd'hui on va parler de transition et de révolution dans le monde agricole. On va semer des graines d'espoir avec l'agriculture sur sol vivant. Allez, c'est parti. Oui, mais donc moi c'est Vincent Levavasseur. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur plutôt dans l'industrie, puis à la fin de mes études je me suis dit que je ne pouvais pas travailler dans cette branche-là et j'étais attiré par mes origines de fils d'agriculteur et j'ai découvert le maraîchage sol vivant et ça m'a donné envie de lancer sur ma ferme cette production. Et donc j'étais une des premières fermes en France à faire une transition entre la prairie et les légumes sans aucun travail du sol.
Et puis ben, ça a bien fonctionné, ça nous donnait des ailes pour développer le réseau maraîchage sol vivant. Et puis ensuite développer une offre de formation complète avec Vers de Terre Production, qu'on a cofondé avec François, avec Conrad Schreiber. Et puis je suis aussi aujourd'hui impliqué dans une autre association qui s'appelle le Centre national d'agroécologie que je préside et qui justement vocation à accompagner ce changement d'agriculture vers une agroécologie des sols vivants. Et bien donc François Mullet, donc moi je suis issu d'une très vieille famille normande, agriculteur depuis des siècles. Et donc ma famille, on avait à Breteuil-sur-Iton, dans un petit village à côté, la ferme familiale en polyculture élevage traditionnelle, comme on le faisait avant la Révolution verte. Et bon, pour diverses raisons, je me suis plutôt orienté dans ma jeunesse dans l'informatique. Et puis à un moment, je suis retourné, comme Vincent, vers mes origines agricoles. Il y avait un vieux corps de ferme à réhabiliter. Et puis j'ai un grand frère qui s'appelle Daniel, qui a fait le même chemin que moi, qui était ingénieur, et qui lui aussi n'avait pas vraiment envie de travailler dans son domaine, qui voulait revenir sur la ferme. Et donc avec mon frère, on a repris la ferme familiale donc, en 2010 à peu près. Et puis, on cherchait un projet parce qu'il n'y avait plus d'activité sur la ferme, c'était un peu en ruine, il n'y avait plus grand-chose. On cherchait un projet qui ne coûtait pas trop cher à relancer, pour relancer une activité sur la ferme et puis qu'on puisse vivre sur cette ferme. Et on n'était pas très satisfait des propositions agronomiques qu'on voyait dans le milieu agricole. Et donc, on s'est mis à beaucoup travailler, à lire beaucoup de livres, à s'intéresser beaucoup à l'agronomie, au sol, à la vie des sols, au cycle de la fertilité, à tout ça. Et puis, chemin faisant, on a commencé à comprendre plein de choses sur le rôle des outils de travail du sol, sur le fonctionnement de la fertilité. Et on a voulu se lancer dans le maraîchage, dans la production légumière, parce que ça ne demandait pas forcément beaucoup de moyens. Et c'est là que on s'est dit qu'il y avait un problème dans nos pratiques agricoles et que peut-être il fallait s'intéresser beaucoup plus au sol. Et donc on a commencé à développer ce qu'on appelait à l'époque l'agriculture de conservation des sols en légumes. On appelait ça pas ça le sol vivant. Et donc on a travaillé, essayé de développer donc, des techniques de production de légumes sans travail du sol. Ça a donné naissance au réseau maraîchage sol vivant dans les années 2010-12, c'était embryonnaire à ce moment-là. Et puis ça a commencé à bien fonctionner, donc j'ai rencontré plein de gens comme Vincent qui étaient intéressés aussi, qui m'ont dit mais moi j'ai envie de faire ça sur ma ferme, on s'est lancé. Mais le gros de mon travail, ça a été à partir des années 2012-2013 de faire beaucoup de formations tous les hivers, partout en France, pour aller former des maraîchers qui étaient intéressés par ces approches. Et en parallèle, on a commencé une activité de diffusion du savoir, tout début sur Dailymotion, ça remonte quand même. Première chaîne sur Dailymotion et 2015, 2017, YouTube, 2017 je crois. 2017, ouais. On a tout basculé sur YouTube parce qu'on avait compris que c'est YouTube qui allait gagner la bataille. Et on a monté MSV Normandie, donc Maraîchage Sol Vivant Normandie, en 2017. Commencé à avoir beaucoup de sollicitations d'autres filières agricoles que le maraîchage pour diffuser de la vidéo, pour documenter leurs nouvelles techniques agronomiques et organiser des formations. Et donc on a monté en 2017 Vers de Terre Production, dont le principal objectif est d'organiser des formations partout en France avec les spécialistes de ces approches sol vivant agroécologiques et de produire du contenu audiovisuel pour que les agriculteurs puissent se former à distance, mettre en lien les agriculteurs à chaque fois qu'on voit des chouettes innovations, des percées techniques, des percées dans la compréhension des mécanismes biologiques, écologiques des sols. On se débrouille pour essayer d'aller filmer ça, mettre ça en ligne, et puis que les agriculteurs puissent se former là-dessus. Et donc on a dû développer tout un corpus technique pour apprendre à mettre en culture des sols qui avaient déjà des bonnes activités biologiques, ou reconstruire biologiquement de A à Z des sols qui sont en fait des déserts. Tu prends la plupart des sols français, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais la plupart des sols français, si tu mets des plantes, si tu sèmes dedans et que tu ne mets pas d'engrais, soit tu as des mauvais rendements ou des rendements pas terribles comme tu as en bio, soit tu es obligé de mettre de l'engrais si tu veux que ça pousse. Et ça, écologiquement, ça répond à la définition d'un sol désertique, c'est-à-dire un sol qui n'est pas capable de faire pousser des plantes. Et c'est quand même la réalité de très grosse partie de la surface agricole française.
à l'exception des prairies, mais c'est quand même une réalité, quoi. Donc effectivement, ça ne nous plaisait pas trop, parce qu'on comprenait bien que s'il y avait quand même à moyen long terme un gros problème, quoi. Une des caractéristiques en fait de cette phase de recherche, c'était à la fois se baser sur tout un corpus théorique de connaissances, sur voilà, les vers de terre, les champignons, le fonctionnement des sols en général, et de le coupler avec des mises en place terrain à l'échelle du maraîchage, donc c'est à la fois très petit et à la fois significatif, parce que c'est à l'échelle d'une production réelle qui fait vivre quelqu'un, et de mettre en place des essais relativement simples pour mettre en valeur le côté un peu magique du vivant. Et ces expérimentations, elles ont pris la forme, par exemple, typiquement de commencer avec une prairie, de mettre juste une bâche dessus, de planter quasiment immédiatement, quelques semaines après avoir mis la bâche dans la prairie, et de ne rien faire d'autre que ça. Et ce geste technique, il paraissait complètement impensable et fou et inimaginable il y a 10 ans pour tous les acteurs, tous les agronomes, pour les acteurs de cette filière du maraîchage. Ça pensait juste être une hérésie complète, alors que c'est un des itinéraires techniques, une des manières de produire aujourd'hui qui a montré tout son intérêt à tous les niveaux et qui est très très élégante parce que justement elle se repose sur toute la compréhension fine du fonctionnement du vivant. Et après, il y a eu d'autres, il y a eu cet extrême de simplicité de je prends un sol vivant et je l'amène sur une culture légumière. Puis il y a une autre extrême qui est je prends un sol complètement dégradé et je vais recréer un sol fertile en un temps très court. Et pour ça, il y a toute une phase d'expérimentation qui a été menée. François a fait un gros travail là-dessus, sur dire quels sont les apports de matière organique qui vont pouvoir tout d'un coup combler ce grand manque de matière organique qu'il y a dans un sol très dégradé, dans un sol désertique, et comment est-ce que on pilote cette remise en vie des sols de manière rapide et en faisant une multiplication d'essais à très petite échelle et voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et en fait, c'est ça qui est magique avec le vivant, c'est tout de suite ça marche ou ça ne marche pas. On voit si le légume se développe bien, sans faire d'utiliser tout un tas d'artifices avec énormément de fertilisation, peut-être beaucoup d'irrigation, peut-être beaucoup de chimie, en essayant d'avoir des itinéraires techniques les plus simples possibles, les plus élégants possibles, même si parfois on peut utiliser beaucoup de matière organique pour la remise en vie, ou utiliser par exemple du plastique dans le cas de la prairie. Donc il n'y a jamais absolument, ça pousse pas absolument tout seul dans le sens où mais on a essayé de simplifier au maximum et de revenir à l'essence même des modalités de croissance dans la nature. Et nos deux sources d'inspiration, c'est évidemment la prairie et la forêt, où il y a très très peu d'intervention et une forte productivité. Et à l'époque, c'était une évidence. On allait chercher des feuilles dans la forêt, on nourrissait les sols, on mettait de la matière organique dans les sols. C'était la base de l'agriculture. Tout fonctionnait autour de ça. Et après-guerre, avec la Révolution verte et le surdéveloppement de la production d'engrais, et principalement les engrais azotés, on a vu ces méthodes de transfert de fertilité par la matière organique comme quelque chose de complètement obsolète. Et pour cause, si je prends quelqu'un comme mon grand-père qui faisait de la polyculture élevage, il faisait quand même un peu de céréales. Transporter des fumiers ou des matières organiques sur des surfaces un peu importantes de plusieurs hectares, c'était un travail titanesque. On n'avait pas la mécanisation, on n'avait pas les épandeurs, on n'avait pas tout ça. Et c'était un travail titanesque pour des résultats relativement approximatifs. Parce qu'on ne savait pas forcément doser correctement, on ne savait pas forcément intégrer correctement les matières dans les sols, est-ce qu'il fallait les intégrer, les laisser en surface. Tout ça, on ne maîtrisait pas forcément si bien que ça, notamment les systèmes céréaliers. Et donc, là, il y a des gens qui sont arrivés avec des petits sacs de poudre blanche, et quand on en mettait, ça pesait rien du tout, ça s'épandait à une vitesse incroyable, et puis les rendements, c'était du x2, du x4, du x5. On était après-guerre, et là, tout d'un coup, c'était le miracle, quoi. Fallait et on se disait, avec ça, plus jamais on aura faim. Et ce qui est vrai. Et donc, c'était quand même une immense révolution. Et ça a été tellement une révolution, tellement efficace, qu'à un moment donné, ça a vraiment balayé beaucoup d'autres raisonnements, beaucoup d'autres problématiques. Alors, notamment celle de la biologie des sols, celle du bilan humique, les taux de matière organique dans les sols, etc. Et le fait est que jusque dans les années 90, on a vu des rendements monter. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On produit encore beaucoup. Un gros problème, c'est que les taux de matière organique en France, depuis 50 ans,
ça baisse. 1% de matière, alors on parle en masse, hein, donc 1% de matière organique à l'hectare, nous on raisonne souvent sur 30 cm. Donc, 1% de matière organique, ça va peser à peu près 40 tonnes d'humus à l'hectare. Donc un sol moyennement pourvu en argile, normal, on doit tourner autour de 5% d'humus. La plupart des sols céréaliers de France, on est descendu entre 1 et 2%, donc il t'en manque entre 3 et 4%. Donc tu fais la règle de 3, il te manque entre 120 tonnes et 150 tonnes d'humus à chaque hectare de parcelle agricole française. Notre objectif, il est simple dans la plupart des systèmes, c'est de retrouver des taux de matière organique qui sont proches des niveaux naturels. Et après, dans les années 90, donc on a commencé à avoir certaines limites, certaines impasses ouais. Dans le monde agricole. On les avait déjà vues avant, si tu veux. Tu prends le vignoble français, c'est quand même dans ces parcelles-là, dans ces territoires-là, qu'on a eu le plus de dégradation des sols, le plus d'érosion. Et ces érosions, elles ont commencé bien avant la Révolution verte. La désertification du bassin méditerranéen par les Romains, ça date d'avant la chimie. Tu vois, les plus grands déserts sur cette planète ont été créés par des techniques ancestrales de pâturage, de déforestation, de charbonnage. Et voilà, donc les méthodes de la Révolution verte n'ont pas forcément arrangé les choses dans beaucoup de situations, mais il faut prendre un peu de recul. Beaucoup de civilisations humaines ont disparu à cause de mauvaises pratiques agricoles. Donc on n'est pas la première civilisation à faire un peu n'importe quoi. Et je ne pense pas qu'on fasse pire que les anciens. D'accord ? Aujourd'hui, on mange encore. En France, ça se passe pas trop mal. Il y a des pays, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est juste pour relativiser un peu les choses, tu vois. C'est pas la logique, c'est pas avant la Révolution verte, l'humanité vivait dans un jardin d'Éden, tout allait bien. Non. Dans l'histoire, l'humanité a fait beaucoup de bêtises, et aujourd'hui, on en paye encore le prix parce que le bassin méditerranéen, c'est toujours un désert, quoi. Alors que il y a encore 1000 ans, 2000 ans, c'était des immenses forêts verdoyantes, le Sahel était un paradis terrestre. Bon, je ne sais pas si c'était il y a 2000 ans ou un peu plus longtemps, mais voilà, donc il faut prendre un peu de recul sur le temps long et se rendre compte que la Révolution verte nous a quand même fourni des outils qui certes nous ont amené à faire des bêtises, mais qui sont quand même des très bons palliatifs quand on fait des bêtises pour produire quand même. Après, il y a des filières comme le maraîchage où on est suffisamment bon techniquement et on a des solutions, je dirais, suffisamment viables et opérationnel pour qu'on puisse se passer de toute forme de produits de synthèse, tu vois. Par exemple, si on considère que c'est un objectif intéressant, donc ici, nous, on est labellisé bio, quoi. Et après, il y a des filières où c'est un peu plus compliqué, parce qu'aller faire du désherbage avec des blages plastiques sur des parcelles de 200 hectares en céréales, ça n'a pas de sens. Et donc là, c'est des systèmes où on est encore assez contraint, et on n'a pas, nous, réussi à construire toute la boîte à outils techniques qui va nous permettre de vraiment résoudre un peu tous les problèmes et de vraiment diminuer totalement les produits chimiques, etc. Bon. Et en soi, c'est pas tant un problème que ça, parce qu'on est déjà dans une voie de progression qui est très intéressante et on voit qu'on va y arriver. Il faut juste nous laisser le temps un peu de bosser et puis de continuer à développer le système. Il y a encore un gros travail de recherche sur les systèmes à grande échelle. Qui se nourrit étonnamment de mondes qui ont du mal à communiquer, le monde des bio et le monde de l'agriculture de conservation des sols. Et il y a un vrai pont à faire entre les deux, parce que c'est vrai que cet objectif est un peu cette vision de dire on veut à la fois protéger, régénérer les sols et à la fois réduire notre dépendance aux produits chimiques et voir comment est-ce qu'on peut les limiter au maximum. Ça semble être un Graal où tout le monde voudrait aller, et ce chemin de recherche qui permet d'aller jusqu'à cet objectif final, il est facile dans certaines filières. Un élevage tout herbe, c'est facile. Sur le maraîchage petite surface, on a fait la démonstration avec un réseau de milliers de fermes en France qui montre que 90% des maraîchers sont labellisés bio et montrent qu'ils sont capables de sortir une production et un revenu à partir de production à la fois compatible avec le sol vivant et en utilisant, en étant sans utilisation de chimie. Mais voilà, il y a un travail encore à faire, et ce travail il demande une vraie expérimentation et de continuer ce qu'on a pu faire nous à petite échelle, mais de commencer à le faire à une échelle un petit peu plus large et en travaillant en réseau, en synergie. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de s'appuyer sur les bons résultats qu'on a pu
montrer en termes de dynamique de recherche avec plutôt un espèce de réseau de paysans chercheurs, puisque il y a énormément d'informations qui nous sont remontées du terrain et qu'on a essayé de republier, reposer sur YouTube. Et c'est cette circulation de l'information entre des initiatives locales nourries elles-mêmes d'informations glanées sur la toile, sur YouTube en particulier, qui alimente une dynamique hyper vertueuse d'innovation, de partage d'informations. Et cette dynamique, l'idée c'est de réfléchir à comment on peut l'amplifier, comment on peut l'accélérer pour lever ces verrous techniques qui peuvent encore exister. Et donc oui, le concept de maraîchage sol vivant a été inventé parce qu'en 2012, on avait voulu organiser une grande rencontre avec tous les maraîchers qui s'intéressaient à ces approches de production, beaucoup plus basées sur la biologie des sols. On allait focaliser durant ces rencontres notre regard et nos questionnements sur qu'est-ce qu'il y avait dans un sol et essayer de trouver des réponses. Donc, et puis on s'est dit que la base de la problématique, c'était bien que dans les sols, il y avait de la vie, c'était cette vie qui nourrissait les plantes, et que c'était sur ce cycle, ce morceau du cycle de la fertilité qu'il fallait se concentrer. Donc on a appelé ça maraîchage sol vivant. Et dès le démarrage, dans le maraîchage sol vivant, il y a eu l'idée de mettre en relation des petits producteurs sur petite surface en maraîchage avec des producteurs à large échelle qui étaient très innovants sur la partie couverts végétaux, sur la gestion par exemple de cette thématique qui est une dynamique très importante. La dynamique aussi de comment ne pas travailler les sols à large échelle et reprendre toutes les histoires à succès du monde de la conservation, de l'agriculture de conservation et de faire justement ce lien entre agriculture de conservation et légumes à petite échelle. Et c'est vrai que c'était un pont assez original. Et puis ensuite, après, il y a aussi toujours une continuité de diversité de systèmes agricoles qui se développent simultanément. Il n'y a pas un modèle où tout le monde fait... le sol vivant se redécline en plein de multitudes de formes et de possibilités d'entreprise. Et c'est ça qui se passe aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on a lancé cette dynamique, quand on s'est dit tiens, on va monter des associations, on va faire des vidéos, on va faire des formations, on est quand même tombé sur un monde agricole extrêmement fragmenté, avec les bios qui font la guerre aux conventionnels, les gros conventionnels qui font la guerre aux petits, les éleveurs qui font la guerre aux céréaliers, et des gens qui ne se parlaient pas. C'est-à-dire que les filières viticoles ne parlaient pas aux filières maraîchères, les filières maraîchères ne parlaient pas aux céréales, inversement, etc. Il y avait les agriculteurs de gauche, les agriculteurs de droite, les agriculteurs de l'autre tendance et du machin, et on s'en sortait plus, quoi. Et on était au début de cette guerre anti-chimie là, qui est d'ailleurs pas tout à fait terminée et qui est quand même extrêmement violente. Bon, on appelle ça l'agribashing aujourd'hui, bon, tout ça. Et là, on était dans les années 2005-2010, c'était quand même, ça commençait à être bien violent quand même. Et nous, de l'intérieur du monde agricole, on voyait ça, on se disait mais ça va tuer l'agriculture, ce truc. Comment c'est possible qu'une profession puisse progresser? Comment c'est possible que tous ensemble, on puisse effectivement apprendre de nos erreurs, de la révolution verte, garder ce qui est bon, éliminer ce qui n'est pas bon, et puis progresser, et puis le faire dans toutes les filières, avec toute la complexité de chaque filière? Alors que sur la scène médiatique, tout le monde est en train de s'entretuer pour des bêtises et que tous les syndicats se tapent dessus, et que tout le monde se tape dessus à grand renfort de médias, de journaux, etc. Enfin, c'est quand même une situation où on ne peut pas progresser sereinement et puis se poser les questions sereinement. Et nous, on avait vraiment le sentiment qu'il manquait un projet fédérateur à l'agriculture. De se dire, qu'est-ce qu'on avait de bon dans le passé, dans la Révolution verte, qu'est-ce qui pouvait quand même être utile, et puis qu'est-ce qui est utile mais sur lequel il ne faut pas exagérer, tu vois, et quel est le bon usage des outils que nous ont transmis la Révolution verte, et quel va être le projet fédérateur du monde agricole de demain pour régénérer les sols, parce que là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème d'humus dans les sols, et ça, c'est pas la chimie, c'est les charrues, ça, faut pas... c'est les outils de travail, les outils mécaniques de travail du sol qui génèrent énormément de problèmes. Donc quand on parle de sol vivant, c'est antinomique avec travail du sol. Bah oui, parce que imagine ce que c'est un ver de terre, cette petite bête sans squelette, invertébrée, un petit peu fragile, tu lui mets un grand coup de charrue sur la tête. En fait, le résultat, il est simple. Tu prends une prairie normalement pourvue en vers de terre, donc on est sur un ordre de grandeur d'une tonne de vers de terre à l'hectare, tu mets un coup de charrue, t'en tues 90%. Et le ver de terre, c'est lui qui nourrit à 80% les plantes.
En fait, il va manger la matière organique. Si tu as un écosystème produit de la matière organique, des feuilles, des racines mortes, des branches mortes, tout ce que tu veux, enfin, tu vois, de la matière organique morte. À un moment, c'est le ver de terre qui ça tombe au sol, et à un moment, c'est le ver de terre qui la mange, quoi. Lui, il intègre ça dans son métabolisme, et après, il va nourrir les plantes avec ça. À partir du moment où on a mis des charrues dans les champs et qu'on a généralisé ces pratiques-là, bah, à chaque fois, on a tué tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que derrière, tu es obligé de mettre des engrais, parce que ça ne pousse plus tout seul, quoi, tu vois. Perdu 90% des vers de terre. Ils peuvent revenir très très vite, et ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour, c'est que nous on a appris à les faire revenir, tu vois, en 6 mois, en 18 mois, suivant les espèces, bon mais peu importe. Mais en gros c'est pas 40 ans, tu vois, ça revient très très vite. En fait c'est des bestioles, ça a des taux de fécondité assez élevés, à partir du moment où tu les nourris, ploup, 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 ils se remultiplient. À partir du moment où tu arrêtes de leur mettre des gros outils métalliques sur la tête et puis les couper en petits morceaux, et ben, ils se redéveloppent très vite, quoi. Et nous, bah, discrètement, dans les coulisses, c'est très simple, on a été voir tout le monde et on a discuté avec toutes les bonnes volontés qui avaient juste envie de mettre dans un pot commun toute leur compréhension agronomique, toute la compréhension des mécanismes de la biologie des sols, de la physiologie des plantes. Et tous les gens de bonne volonté qui ont bien voulu collaborer, on a collaboré, quoi. C'est pour ça que sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui, tu vas trouver presque, je sais pas, 300, 400 intervenants qui viennent amener leur petite part de savoir au pot commun, quoi. Et donc au fil des années, on a compris que quand même le cœur du problème, c'était la biologie des sols, puisque c'est la biologie des sols qui nourrit les plantes, quoi. Et cette biologie, il faut la nourrir, il faut la laisser se redévelopper, il ne faut pas la massacrer avec des outils mécaniques parce qu'elle n'aime pas ça. Ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques agricoles s'appuient sur les outils de travail mécanique du sol. Or, c'est probablement les plus mauvaises pratiques qu'on puisse imaginer, quoi. Bien avant la chimie, c'est beaucoup plus dangereux que la chimie. Et donc ça, c'est un problème. Et donc, on s'est focalisé sur la vie des sols. Et au bout d'un moment, bah, on a rencontré notamment notre grand camarade Marcel Boucher, grand spécialiste des vers de terre. Et là, on a compris que dans les sols, ce qui était le plus important, c'était les vers de terre. C'est pour ça qu'on a monté notre boîte qu'on l'appelait vers de terre production. Une espèce de jeu de mots un peu étrange qu'on ne comprend pas trop au premier abord, mais ça questionne. Mais pourquoi ils ont appelé leur société vers de terre production? C'est étrange comme nom. Mais le but, c'était de prononcer le mot vers de terre, 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 pour que tout le monde se repose la question, mais à quoi sert cette foutue bestiole? Puisque c'est quand même 80% de la biomasse animale terrestre. Et c'est Marcel Boucher qui a inspiré le nom Les Serres de Marcel. Voilà. Les serres de Marcel, ici, s'appellent les serres de Marcel en hommage à Marcel Boucher. Et voilà. Et donc, après, on a refocalisé notre attention encore plus sur les vers de terre, parce qu'on a compris que dans la plupart des systèmes, si on faisait ce qu'il fallait pour faire revenir les vers de terre, on allait résoudre beaucoup de problèmes sanitaires, ça allait permettre beaucoup de réduction d'intrants, tout ce qui est engrais, etc. On allait très vite ne plus avoir à travailler mécaniquement les sols, parce que si on a des vers de terre qui nourrissent les plantes, il n'y a plus vraiment besoin de travailler les sols, bon, sauf pour des questions de désherbage, là ça reste un peu compliqué, mais... Et donc on s'est focalisé sur le vers de terre. Et globalement, la stratégie a bien fonctionné, c'est-à-dire que dans toutes les filières où on est allé, aussi bien en viticulture, en arbo, en élevage, quand on a fait cette proposition, alors dans le cadre de formation, dans le cadre de colloques, de conférences, quand on a fait cette proposition de dire l'agriculture doit avoir un projet commun, c'est de créer des nouveaux modèles agricoles, alors qu'on appelle l'agroécologie aussi, mais ils doivent être obligatoirement basés sur cette notion de sol vivant, et il faut qu'on focalise particulièrement notre attention sur les vers de terre. Et après, on allait inventer d'autres choses. Alors, est-ce que l'agriculture de demain, il y aura des robots désherbeurs, des trucs satellites, des intelligences artificielles, tout ça? Oui, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des vers de terre. Parce que s'il n'y a pas de vers de terre, il n'y aura pas d'agriculture de demain. Ou en tout cas, on sait que ça sera un incontournable, quoi. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé pour des producteurs de tomates en région nantaise, alors notamment la coopérative Océane, je peux la citer, il n'y a pas de problème, qui était quand même parmi les meilleurs producteurs de tomates au monde, en hors-sol, 100% chimie, engrais NPK, etc. Alors c'est des gens qui avaient déjà fait un énorme travail pour utiliser des engrais organiques plutôt que des engrais chimiques, qui avaient fait un énorme travail pour réduire les insecticides, les fongicides et utiliser ce qu'on appelle de la PBI, donc de la protection biologique intégrée. Donc c'est des lâchers d'insectes que tu fais dans les serres pour remplacer des insecticides par exemple. Donc ils avaient déjà fait beaucoup de travail là-dessus, mais ils étaient encore dans des systèmes hors sol parce qu'en fait dans les années 60-70, ces gens-là avaient tellement malmené les sols qu'ils avaient commencé à accumuler les problèmes sanitaires qu'ils n'arrivaient pas à résoudre, quoi. Et donc à la fin, la solution, ça a été de se mettre hors sol, quoi. C'est-à-dire de faire pousser des tomates dans des pains de laine de verre avec des engrais chimiques, quoi. Ces gens-là font quand même des productions assez records. On parle de 600-700 tonnes de tomates à l'hectare, tu vois. Les pieds de tomates, ils font entre 12 et 17 mètres de long à la fin de l'année, tu vois. Ça fait des trucs, c'est assez colossal. Ça pousse de 5 cm par jour les bonnes journées, tu vois. Donc
T'imagines sur une année ce que ça donne, un cycle de 10 mois, ça fait des sacrées cultures. Et là, le challenge, c'était de retourner au sol et de résoudre tous les problèmes sanitaires, quoi. Et en fait, notre allié surpuissant avec des super pouvoirs dans cette histoire, ça a été le ver de terre. C'est qu'on a pris les sols, j'ai sorti toutes mes petites équations, mes petits abacs, on a mis des vers de terre, on a étudié le taux de fécondité, on a fait pendant 2 ans des essais. Et en dosant tout bien correctement, on a réussi à égaler les niveaux de production. Mais on a réussi ces systèmes-là qui avaient fui le sol, par manque de compréhension et manque de maîtrise de la biologie des sols, ils avaient fui les sols. On a réussi à les ramener au sol et à maintenir des niveaux de production industriels vraiment records. Et nous, ça nous a permis de démontrer que nos approches sol vivant basées sur le ver de terre pouvaient complètement égaler les niveaux de production, quoi, voire même les améliorer dans pas mal de situations. Et en plus, résoudre tous les problèmes de biologie des sols. Juste, c'est un petit aparté, mais pour comprendre 90% des problématiques de maladies des sols, c'est très simple, en fait, dans un sol, et là on revient au ver de terre, dans un sol, c'est le ver de terre qui pilote la microbiologie des sols. En fait, le ver de terre, il passe son temps à aller manger les matières organiques qui traînent, et qu'est-ce qu'il fait? Il les contamine avec sa microbiologie intestinale, en fait, tout simplement, vu qu'il les bouffe, il bouffe tout. Il contamine avec sa microbiologie intestinale, et qu'est-ce qu'il fait après? Il fait caca partout, dans le sol, à tous les horizons du sol, il fait caca, cette matière organique qu'il a contaminée avec sa microbiologie intestinale. Et en fait, c'est pas compliqué de comprendre que la biologie d'un sol, c'est la biologie du ver de terre, enfin la microbiologie du ver de terre, c'est la même chose. Quand tu fais des analyses génétiques des sols, tu te rends compte que dès que tu mets des vers de terre, ça change complètement la microbiologie de ton sol, et ça devient une espèce de microbiologie symbiotique du ver de terre. Et c'est lui qui impose la microbiologie des sols. Aussi bien sur les champignons que les bactéries, que même les nématodes ou des êtres vivants un peu plus gros, c'est vraiment le ver de terre qui pilote tout, et le problème c'est qu'à partir du moment où tu as retiré, là c'est la foire, c'est-à-dire que tout part dans tous les sens, la microbiologie, tout part dans tous les sens, quoi. Et là tu commences à avoir des problèmes de maladie. Et en fait moi le pari que j'avais fait c'était de dire, attendez les gars, vous avez 7832 maladies dans les sols, mais dans les forêts, on ne voit pas tous les 4 matins des forêts mourir comme ça, c'est donc il y a une forme d'équilibre quelque part. Tu vois, et elle est où la clé de compréhension de ça? Dans les prairies c'est pareil, tu ne vois pas d'un seul coup une maladie détruire de la prairie sur 2 hectares, tu vois. Ça n'existe pas dans la nature, ça. Donc, quelle est la clé de compréhension de cet équilibre qui fait que ça arrive à pousser comme ça, sans tomber complètement malade et s'effondrer de dizaines de maladies différentes? Et la clé, c'était le ver de terre. Et donc, on a été remettre les vers de terre dans ces sols, on les a nourris correctement, on leur a permis de se multiplier, et là, on a vu disparaître toutes les maladies des sols, quoi. Mais oui, dans nos écosystèmes tempérés, le ver de terre, c'est 80% de la biomasse animale, donc chevreuil, sanglier, humain confondus, Et donc, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'un écosystème, c'est des végétaux qui poussent au-dessus du sol et dans le sol avec leurs racines. Ça, c'est le producteur primaire. Et l'autre moitié de l'écosystème, c'est très principalement des vers de terre qui bouffent les végétaux morts, quoi. Et en fait, si tu remets ces 2 compartiments en place correctement, c'est-à-dire bien dimensionnés, avec les bons transferts de matière organique et de nutriments entre les 2 compartiments, et en fait, tu as un système qui fonctionne très bien, quoi. Et c'est ce que tu vois ici aujourd'hui dans cette serre, c'est-à-dire qu'on a une couverture végétale permanente et pérenne des sols. C'est-à-dire que tu vas avoir 70, 80, 90% de toute la lumière qui sert à faire de la photosynthèse. Et ces plantes de couverture que là, il y a entre les tomates, en fait, on va venir les tondre très régulièrement. Et ça va générer un cycle de production de matière organique. Et en fait, là, on est sur des systèmes, ça fait quelques années qu'on développe ça, c'est intéressant. Bon, on va aller voir dans l'autre serre après tous nos essais. Là, on est sur des systèmes où on peut considérer que sur une échelle de temps de 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y aura pas à travailler les sols, il n'y aura pas à mettre d'engrais. Ça va juste pousser tout seul pendant plusieurs décennies. Mais là, on est sur des systèmes qui sont écologiquement très stables parce qu'on utilise toute la lumière pour produire la matière organique. Et on a un cycle de la fertilité très intense et on n'a aucun travail du sol mécanique, quoi. Donc on n'a aucune perturbation de la biologie du sol. Donc là, ça aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de nos 10-15 ans de travail sur la régénération des sols, sur la compréhension du développement du cycle de la fertilité des sols, quoi. Et donc là, tu es sur des sols où tu as 2-3 tonnes de vers de terre à l'hectare à peu près. Parce qu'on est sous serre, donc le cycle de la fertilité est assez intense, donc il faut des populations assez intenses. Donc la serre, c'est quand même un outil fondamental dans la production maraîchère aujourd'hui en France, qu'on n'est pas dans le sud de la France. Bah oui, parce que les gens aiment bien manger les plantes tropicales, donc ils aiment bien manger des poivrons, des aubergines, des concombres, des tomates et des melons, mais c'est des plantes tropicales, donc si tu veux, dans la moitié nord de la France,
Faire du melon en plein champ, c'est compliqué, il a froid, quoi. L'aubergine, le poivron, ils ont froid. Tu vois, nous, ici, dans ce coin de la Normandie, on a des gelées tardives jusqu'à fin mai. Donc, oui, ce matin encore, là on est le 24 avril. Et voilà, les pare-brises étaient encore gelés ce matin, donc si t'as pas une serre, la tomate, c'est compliqué, quoi. C'est une plante de pays chaud, hein, donc contrôle l'irrigation, ce qui est très important, de pouvoir contrôler l'eau selon les besoins de la plante, quoi. Et tu peux produire beaucoup plus parce que tu augmentes ta température moyenne sur l'année par 2 ou par 3, quoi. Donc là on est sur une serre de production ou plutôt une serre expérimentale? C'est les deux, puisque toutes nos expérimentations amènent à une production. Alors évidemment, comme c'est l'expérimentation, de temps en temps il y a un truc ou deux qui rate, mais le but c'est d'essayer d'en rater le moins possible. Et là, l'an dernier, cette année, là ça commence, donc c'est la 3e année de production, c'est la 3e année qu'on s'est installé ici. Donc ça a consisté principalement à ramener beaucoup de matière organique sur le sol, à inoculer des vers de terre. Et puis, inoculer des vers de terre, ça se fait aussi? Oui, en fait, dans les démarrages de système, on utilise les vers de terre épigés, principalement les Eisenia foetida, qui sont les vers de lombricompost, hein, tout à fait classiques, parce qu'en fait, ils ont un taux de fécondité très élevé et la population double tous les 3 semaines en bonne condition. Donc tu viens en mettre quelques centaines de grammes dans une serre comme ça au mois de janvier, et au mois de juillet, tu en as absolument partout, quoi. Et donc on arrive à atteindre très vite, dans une serre comme ça, on va chercher une population de 2-3 tonnes, donc on arrive à l'obtenir à partir d'un inoculum, je te dis, de quelques centaines de grammes. En 6 mois, on arrive à obtenir nos 2-3 tonnes de vers de terre à l'hectare. Donc dans cette serre-là, il y en a 200-300 kg, puisqu'elle fait 1000 m². Et à partir du moment où les vers de terre sont revenus, ils mangent les matières organiques et ils nourrissent les plantes. Donc ça fait partie des techniques qu'on a mis au point, c'est comment les 6 premiers mois, tu nourris ta plante, quoi, puisque les vers de terre ne sont pas encore revenus pour nourrir la plante. Et on peut le faire avec des engrais chimiques, on peut le faire avec des engrais organiques, tout fonctionne si on s'y prend bien, quoi. On arrive à produire les 6 premiers mois. Et une fois que les vers de terre sont lancés, là, il n'y a plus besoin de mettre d'engrais, ça pousse tout seul, quoi. Et ça, j'ai réussi à le faire, je te dis, sur des systèmes de production record, à 700 tonnes de tomates hectare. Sauf que dans ces systèmes-là, on est plutôt à 4 ou 5 tonnes de vers de terre hectare, quoi. Donc ça veut dire des sols où quand tu mets la main, il y en a quand même pas mal, quoi. Oui, parce que plus ton cycle de production végétale est intense au-dessus, plus il faut des composeurs en dessous pour nourrir la plante, quoi. C'est l'histoire de l'équilibre dans le sol. Tout simplement. Vu que c'est le ver de terre qui nourrit la plante, si tu veux beaucoup de plantes, il faut beaucoup de vers de terre, et la plante, quand elle meurt, elle nourrit beaucoup les vers de terre. Voilà. Donc tu intensifies ton cycle de la fertilité. Ce qu'on a aussi essayé donc, dans ce dispositif expérimental, c'est de nourrir les sols avec plein de types de matières organiques différentes, avec des dosages différents. Donc tu vois des andins avec du gazon, avec des feuilles, avec des pailles de céréales. J'ai même des andins avec du charbon. Ouais, en matière organique, c'est à peu près ça. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces différents types de matières organiques, on fait des comptages assez sommaires sur les populations de vers de terre pour voir les dynamiques. Mais surtout, nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la composition des sèves des feuilles pour voir l'impact sur la physiologie des plantes, quoi. On observe plein de choses, les formes d'azote, les formes de tous les oligo-éléments, les vitesses de croissance, etc. Donc c'est très intéressant. Vous étudiez beaucoup aussi l'équilibre azote-carbone? Oui, on étudie, parce qu'en fait c'est un équilibre essentiel pour la plante. Plus on va nourrir les plantes avec des engrais chimiques minéraux ou avec des matières organiques très peu carbonées comme de l'herbe fraîche, quoi, plus on va avoir des formes d'azote peu carbonées, donc des formes de nitrates, qui ne sont pas forcément les meilleures formes pour la plante. Et plus on va aller vers des nutritions du sol carbonées, c'est-à-dire plus le schéma de la forêt, quoi, tu sais, où tu as des feuilles mortes très carbonées qui tombent au sol, plus on va sur des formes carbonées justement d'azote, donc des acides aminés, des protéines, des choses comme ça. Donc ici, là, c'est beaucoup d'essais sur des nutritions du sol en matière organique morte. Et après, par contre, on a testé des trucs un peu extrêmes, c'est les couverts de menthe, les couverts d'ortie, les couverts de graminées. Donc quand tu parles de couverts, c'est autour de la culture, voilà, en fait, de la tomate. Faire pousser une plante en symbiose, une plante de couverture qui va faire de la photosynthèse additionnelle, qui va capter toute la lumière. Alors là, et donc là, l'idée, c'est bien d'avoir une plante de couverture plus basse que la culture, qui va capter toute la lumière résiduelle qui n'a pas été interceptée par la culture. Sachant que ces couverts, on les fauche régulièrement. Et donc tu vois, les menthes ou les orties, c'est des plantes avec des
des développements physiologiques particuliers, c'est que tu peux les faucher régulièrement et ils repoussent ad vitam aeternam. Alors aujourd'hui on étudie justement les meilleurs cycles de fauche pour, notamment à la plantation, on les fauche un peu méchamment pour favoriser notre culture. Et puis par la suite, quand la plante est bien développée, on va laisser la plante de couverture au sol se développer plus pour qu'elle fasse de la photosynthèse avec la lumière résiduelle de manière assez optimum, quoi. Après, tu as un roulement qui se fait, c'est-à-dire que ta menthe, elle produit une certaine quantité de matière organique, on la fauche, cette matière organique elle retombe au sol, ben, ça va nourrir une population de vers de terre qui est proportionnée à cette production de matière organique. En fait, c'est quelque chose qui s'équilibre assez bien. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. La prairie nourrit suffisamment de vers de terre pour faire pousser la prairie, et la forêt produit suffisamment de matière organique pour nourrir suffisamment de vers de terre pour faire pousser la forêt. Donc là, on recrée ce système-là, à plus petite échelle, mais relativement intense quand même, quoi. Et donc la forêt est source d'inspiration pour vous, et c'est pour ça que vous parlez du concept d'auto-fertilisation. D'auto-fertilité, voilà. C'est-à-dire que là, on est sur des systèmes où, globalement, il n'y aura jamais besoin ni de travailler le sol, ni de remettre de matière organique, ni de remettre de matière organique exogène, ni de remettre d'engrais, quoi. Ça va tourner tout seul. Mais il a fallu atteindre des niveaux de fertilité des sols très élevés au démarrage pour mettre en route ce système. Donc au démarrage, on est venu quand même mettre beaucoup de matière organique pour mettre en route tout le système. On a inoculé des vers de terre, on a fait 2-3 trucs. Et une fois que c'est lancé, ça se passe bien. Aujourd'hui, on sait lancer des systèmes comme ça en 6 mois, quoi, à peu près sur n'importe quel type de sol. Si rapidement? Ouais, en 6 mois. Ouais. Et c'est vrai que dans ce système-là, et ça je t'avoue qu'il y a quelques producteurs qui sont passés ici, ça les a un peu perturbés, si tu veux, parce que en tant que producteur, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de faire pousser des tomates, des salades, du blé. Bon, elle, la nature, qu'est-ce qu'elle a envie de faire pousser? D'abord de l'herbe, des plantes pionnières, des ronces, des orties, et ensuite elle fait pousser une forêt. Donc, tu es producteur, tu as quand même un problème tous les matins quand tu te lèves. Formulé comme ça, c'est un peu provocateur, mais tu as quand même un problème tous les matins quand tu te lèves, c'est que tu dois empêcher la forêt de repousser, quoi. D'accord? Parce que oui, naturellement, la nature fait repousser la forêt partout. Et toi, tu ne manges pas les écorces des chênes et les faines de hêtre, donc c'est compliqué. Les feuilles d'arbres forestiers, c'est pas très bon à manger. Donc, ton premier problème en tant que producteur, c'est quand même d'empêcher la forêt de repousser. Et déjà, quand tu as compris ça, tu as compris que oui, effectivement, c'est pas illogique que beaucoup de pratiques agricoles soient problématiques sur le plan environnemental. Déjà, il y a 10 ans, faire pousser un légume dans un sol sans travail du sol, sur une simple bâche plastique, sans avoir passé 36 outils de travail du sol et sans avoir mis 36 engrais différents. Déjà, planter un légume sans travail du sol il y a 10 ans, c'était un truc qui n'avait strictement aucun sens. Enfin, on nous prenait pour des fous, puis nous on disait, bah oui, mais quand même, la forêt elle pousse sans travail du sol. La prairie, l'herbe sur le bord de la route que vous voyez tous les jours quand vous roulez dans votre voiture, que vous allez au boulot, l'herbe sur le bord de la route, vous avez remarqué qu'elle pousse bien quand même, qu'elle est haute, et on est obligé de la faucher parce que sinon on ne voit plus les panneaux, on ne voit plus rien, tu vois. Et donc ça pousse tout seul quand même, tu vois, ça pousse tout seul. Et donc déjà, notre première approche, ça a bien été de dire, est-ce qu'on arrive à faire pousser des légumes sans travail du sol, mécanique du sol? Et on a compris que quand les sols étaient biologiquement bien actifs, ça poussait bien, quoi. Et la deuxième approche, ça a été de se dire, on veut un système avec une couverture photosyntétique totale pour utiliser la totalité du soleil. Et là, on a compris qu'il fallait qu'on augmente encore à un palier supérieur l'intensité de la fertilité de nos sols, donc les populations de vers de terre, donc l'intensité du cycle biologique dans le sol. Et donc, notre force, c'est d'avoir réussi à construire des systèmes complètement auto-fertiles, d'avoir été capable de régénérer les sols en s'appuyant sur ces logiques-là. Donc, évidemment, quand tu as des résultats de production derrière, ça fait son chemin, quoi, tu vois. Bon. Et quelque part, la réussite fait quand même, sur le temps long, un peu plus son chemin que la vente de la peur, quoi. Donc voilà, donc ça me va bien. Et après, malgré tout, tu vois, on n'est pas aveugle, on voit qu'il y a des soucis à pas mal de niveaux sur le plan environnemental, mais nous, on ne pense pas qu'il y ait de problème indépassable, en fait. Que ce soit sur des questions de perte de biodiversité, des questions d'érosion des sols, des questions de pollution de l'eau, tout ça est uniquement dû à des mauvaises pratiques de gestion agricole. Et la question, pour nous, c'est comment on change ces pratiques, quels outils il va falloir changer, quelle formation on va devoir apporter aux agriculteurs qui veulent bien aller dans ce sens-là, et surtout comment on fait tout ça dans un contexte économique qui n'est pas simple, quoi. C'est un sujet qui a été pas mal porté par certains acteurs, de dire, regardez, on a quand même l'impression que les productions légumières qu'on mange, elles ont perdu en oligo-éléments, en nutriments, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, avec des résultats très éparses, mais avec une tendance qui était quand même significative, quoi.
Et oui, et c'est très simple, c'est que tu auras une plante nutritive si c'est nourri par de la biologie, quoi. Que ce soit en bio ou en conventionnel, si tu commences à produire sur des sols où il n'y a plus de vers de terre, où tu as des formes de nutrition qui sont très très minérales, bah, la plante, globalement, elle va avoir beaucoup plus de mal à produire des tissus biologiques et à produire tout le cortège d'antioxydants qu'elle a besoin de fabriquer et que nous on mange. Bon, mais de manière générale, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on commence à avoir bien démontré. Plus on va sur des systèmes sol vivants biologiques, plus globalement on a beaucoup de matières sèches, beaucoup de sucre dans les plantes, et globalement plus on a beaucoup d'antioxydants et de vitamines et tout le cortège de bonnes molécules qui sont bonnes pour la santé, quoi. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on a démontré notamment avec les producteurs de tomates hors sol qui ont fait leur transition vers le sol vivant, puisque dans la même serre, ils avaient d'un côté des systèmes de production hors sol, des systèmes de production sol vivant, et donc on a pu, sur les mêmes variétés, avec la même conduite climatique, des irrigations très similaires, on a pu très vite faire des analyses de taux de vitamines, et bon, on est sur du x4, du x5, c'est meilleur. Il y a un aspect variétal, mais ce qui est surdéterminant, c'est la biologie des sols, c'est tout, quoi. Oui, mais c'est très paradoxal, parce que tu vois, ce que tu achètes au supermarché, en fait, qu'est-ce que tu sais de sa méthode de production? Ben, en fait, tu sais le prix, c'est tout. C'est ça qui est quand même, aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient savoir ce qu'ils mangent réellement, sauf que qu'est-ce qu'ils ont comme information sur leurs produits? Le prix. En fait, toute l'information, tu sais, sur le système de production, est-ce que c'est sous serre chauffée, sur tel type de sol, tel type d'engrais, toute cette chaîne de production extrêmement complexe et de problématiques, une fois que c'est arrivé dans le rayon, c'est résumé à un prix, quoi. Ce qui a été très intéressant, c'est la première année, on a fait une étude du retour de la biodiversité. Et c'était une étude très intéressante qui venait confirmer ce qu'on avait déjà observé, c'est que la biodiversité, bon déjà, comment dirais-je, on n'a pas besoin de n'importe quel type de biodiversité. On a besoin de certaines biodiversités qui ont des fonctions bien spécifiques dans le système. Donc nous, on a besoin d'une biodiversité qui décompose les matières organiques, donc des cortèges microbiens, des arthropodes, on a besoin des vers de terre. Après, on a besoin de décomposeurs en surface qui vont aller dans les couverts végétaux nettoyer les matières organiques mortes aussi. Et après, on va avoir besoin de biodiversité d'insectes qui pollinisent, qui régulent les prédateurs, les pucerons, tout ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la biodiversité revient extrêmement vite à partir du moment où on lui fout la paix, on lui donne un habitat, on lui donne des conditions de vie correctes. Vous avez été surpris par la rapidité à laquelle cette biodiversité... On le savait, mais le fait de le mesurer, c'était quand même intéressant. C'était de voir que ça revenait vraiment en l'espace de quelques semaines, quelques mois, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la biodiversité, si on la mesure objectivement en train de diminuer dans un milieu, c'est parce que les pratiques du moment sont pas vertueuses. Et en fait, il suffit de changer les pratiques pour que ça revienne très très vite, quoi. En fait, il n'y a pas de problème de biodiversité, il y a de problème de mauvaises pratiques qui l'empêchent de se développer. Parce que la biodiversité, elle a tout le temps envie de faire qu'une chose, c'est de se développer et de se multiplier. Donc si tu recrées les bonnes conditions, ça revient extrêmement vite. Et même dans les grandes parcelles agricoles, quand on change de pratique, on est toujours surpris, des parcelles qui font plusieurs dizaines d'hectares. On modifie les pratiques, on arrête le labour, on arrête les pratiques un peu trop destructrices. Et au milieu du champ, on voit tout le cortège d'insectes revenir en l'espace de quelques mois. Et pour les plus grosses bestioles, ça prend quelques années. Tu vois, les gros vers de terre anéciques, ça va mettre 18 mois, 2 ans et demi à revenir. Mais ça revient quand même très très vite. Et donc juste pour t'expliquer là, comment tu peux faire pour cultiver, donc pas dans des strates ligneuses, pas dans des forêts, mais dans des strates herbacées, plutôt type prairie. En fait, la technique là, elle est assez simple, c'est que tu as un couvert de plantes qui peut paraître très concurrentiel et très problématique. On va dire, allez, 3 semaines avant de planter ta culture, tu fauches une première fois les organes foliaires de ton ortie, tu fauches les feuilles. Et là, qu'est-ce qu'a fait l'ortie? Il a remobilisé des réserves nutritives qu'il avait dans ses racines pour refaire des nouvelles feuilles. Donc on a fauché une fois les orties, l'ortie a, un peu épuisé ses réserves pour refaire ses organes foliaires, et au bout d'un moment, ces organes foliaires, s'ils restent suffisamment longtemps au soleil à faire de la photosynthèse, ils vont recharger les réserves. Et nous, ce qu'on fait au moment de la plantation, c'est qu'on l'empêche de faire ses réserves, donc on le fauche une fois, et avant qu'il ait pu recharger ses réserves, on le fauche une deuxième fois. Et en fait, il cale pendant 15 jours, 3 semaines, quoi, et nous, on met la plante. Là, elle se développe. L'ortie, il n'est pas concurrentiel parce que comme il n'a pas de feuilles, il peut, pendant toute cette phase où il cale, il ne va pas chercher les nutriments dans le sol, mais pendant ce temps-là, le sol, il continue de tourner, il continue de fertiliser les plantes. La plante se développe.
Et là, on est revenu, dans cette semaine, on va revenir faire une fauche parce que les orties sont quand même en train de repousser. Là, ils ont arrêté de caler, ils repartent. Donc on va revenir leur mettre un coup. Et une fois que notre tomate elle sera arrivée à ce niveau-là, elle sera au-dessus de la plante de couverture. Et c'est elle donc qui captera préférentiellement le soleil, quoi. C'est génial. Et c'est vrai que c'est une approche qui est un peu perturbante parce que quand tu es producteur, comme je te disais, tu passes ta vie à te battre contre les mauvaises herbes. Et là, tout d'un coup, en fait, tu viens dans ta serre et puis tu te dis « Ah chouette, dis donc, là, j'ai des beaux chardons. Là, dis donc. » Ah, les orties, ils ont bien poussé. Tu as vu le couvert d'orties, comment il a poussé? Il a bien colonisé, il a tout envahi, c'est formidable. Parce qu'en fait, on a appris à utiliser le potentiel de développement physiologique de ces plantes-là. On est un peu partout en France, aussi bien sur de la serre froide, du plein champ, de la serre chauffée. Même au-delà de ça, aujourd'hui je travaille en Martinique, tu vois, j'ai un projet qui a démarré en Nouvelle-Calédonie. On en a partout, ce sont. Là j'ai un alternant qui part au Bénin faire des premiers dispositifs expérimentaux qui ressemblent un peu à ça pour tester un climat tropical, etc. Donc en France, on a validé ces systèmes-là dans à peu près tous les types de sols. Bon, il y en a qui sont vraiment très compliqués, mais on y arrive à peu près partout. La règle, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où, dans ton contexte pédoclimatique, tu arrives à faire pousser de l'herbe, tu arrives à faire pousser de la forêt, ça veut dire que ton sol dessous, il est capable d'accueillir de la biologie qui va faire pousser des plantes. Mais ça donne beaucoup d'espoir ce que tu dis, c'est Oui. super positif par rapport à l'un, mais par rapport à l'alarmisme qu'on entend en permanence sur les enjeux de production alimentaire, de souveraineté ou de biodiversité. En fait, là, on apprend des informations qui montrent que quand on se pose et qu'on essaie d'analyser, d'expérimenter, on est en capacité aujourd'hui, on a les informations, les expériences de terrain qui nous permettent d'être dans du concret, du réel. C'est pas de la théorie et ça fonctionne. C'est un peu le drame aujourd'hui. Moi, je le vois chez beaucoup de jeunes qui viennent s'intéresser à nos pratiques. C'est cet alarmisme, si tu veux, environnemental, où on va tous mourir, il n'y a pas de solution. Et le pic l'éco-anxiété. Ouais, l'éco-anxiété, c'est un truc de malade chez les jeunes. Enfin, faut arrêter, quoi. On est en train de faire des générations de névrosés. Bon, ça avait déjà commencé à ma génération, mais là, ça devient compliqué, quoi. Et il y a le pic du Weber, on va tous mourir, et la biodiversité s'est effondrée, et il n'y en a plus, et les sols sont tous dégradés, blablabla. Bon, t'es une association écolo, un machin, un truc, c'est parfois plus facile d'aller vendre beaucoup de peur à un financeur que d'aller lui vendre des solutions techniques compliquées, pas simples. Voilà, la peur, ça marche à tous les coups. Puis la peur est compatible, toutes les peurs sont compatibles entre elles, tu vois. Alors que s'embêter à hiérarchiser et dire certains problèmes, bon les gars, détendez-vous, c'est pas trop grave, par contre ça, il faudrait peut-être s'en focaliser parce que c'est un fondamental. Ça, c'est plus compliqué à vendre parce que ça demande beaucoup plus d'explications, tu vois, de prioriser ses choix. C'est plus compliqué à vendre, alors que les peurs, tu peux les accumuler dans un gros package. Ça, elles sont toutes compatibles, tu vois. Comme elles ne sont pas toujours très rationnelles, en plus, tu peux en faire un gros pâté et puis aller les vendre. Ça, il n'y a pas de problème. Ça se vend très très bien, tu vois. Ouais, non, les sols, on peut les régénérer. C'est pas si compliqué que ça. La nature, c'est régénérer des sols. Tu prends, j'en sais rien, tu as une vieille carrière de gravats. Tiens, chez moi, il y avait ça. Là. Aujourd'hui, c'est des jolis étangs où on va pêcher et on va pique-niquer l'été. Bon, moi, toute ma jeunesse, c'était un fond de rivière où il y avait une grosse usine qui extrayait du tout venant du lit de la rivière. Bon, bah oui, alors, ils avaient tout bousillé. Bon, bah, il fallait bien du tout venant. On a extrait du tout venant et on est content d'avoir fait des routes avec et d'avoir fait des soubassements de maisons avec. Un jour, ça n'a plus été rentable. Ils ont évacué, ils ont viré l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de 10 ans? Il y a plein de biodiversité qui est revenue, plein de plantes qui sont revenues et aujourd'hui, on a des jolis étangs avec des forêts partout. C'est que la nature est capable de régénérer tout ça, tu vois, elle est capable de se réimplanter. Même si on a des sols dégradés aujourd'hui, on sait le faire. Voilà. Alors que non, il faut se retrousser les manches et puis juste comprendre comment fonctionne la nature et puis ouais, ça va nous rendre des services, tu vois. Et le problème, c'est que autant d'un côté, tu as des mecs qui ont des charrues et des produits chimiques à te vendre et des trucs en plastique et de l'innovation sur étagère qui coûte très cher. Et de l'autre côté, c'est quand même un business, l'éco-alarmisme, clairement. Ça fait vendre, la peur fait vendre, quoi. Vous allez tous mourir, donnez de l'argent, venez méditer. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein, tu vois, mais à un moment donné, c'est pas en s'énervant, c'est pas en allant péter des trucs qu'on va résoudre les problèmes. Toutes les voies du sol vivant, la compréhension de tout ça. On a bien compris que si on s'y mettait à plusieurs, ça marchait mieux, on allait plus vite. Donc on a développé nos réseaux de communication, on a échangé des expériences, et on ne s'est jamais trop posé la question de savoir avec qui on voulait travailler. On travaille avec qui a envie de travailler.
si les gens s'intéressent au même sujet que nous, qu'on est sur un sujet commun, que les gens sont d'accord sur le fait que c'est sans doute une voie d'avenir que de s'occuper de la biologie des sols et des vers de terre, bon, on bosse ensemble et puis ça avance. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur un sol? En fait, on a besoin de connaître quelques paramètres qu'on appelle physico-chimiques assez classiques. Donc c'est la quantité de matière organique qu'il y a dans le sol. Donc nous, on a des abacs qu'on a validés. On sait qu'un sol avec beaucoup d'argile a besoin d'un peu plus de matière organique, de tel type, de tel type. Bon, ça, c'est des analyses qui, il y a encore 15-20 ans, ouais, ça valait quelques centaines d'euros l'analyse. Donc pour un producteur, c'était compliqué dans chaque parcelle d'aller mesurer ses taux de matière organique, les contrôler. Puis une fois que tu avais même le chiffre, qu'est-ce que tu en faisais, quoi? C'était pas toujours évident. Bon, aujourd'hui, ces analyses, le prix a très très fortement réduit, ça vaut quelques dizaines d'euros. Donc on peut, dans nos systèmes, je sais pas, tu vois, si je veux régénérer un sol avec des couverts végétaux, et je fais tous les ans une analyse de taux de matière organique, et puis je vois l'évolution de mon système, je vois si ça va dans le bon sens, à quel rythme, etc. Donc les taux de matière organique, sur le temps court, on a beaucoup les populations de vers de terre qui sont très intéressantes à mesurer. Donc là, ce n'est pas un laboratoire qui peut vraiment te les mesurer. Ça se mesure avec des coups de bêche. En fait, dans les périodes un peu humides, dans un sol vivant, donc période humide, hein, c'est automne et hiver dans beaucoup de contextes. Quand les sols sont humides, les vers de terre sont actifs. Tu prends juste une fourche bêche, tu mets un coup de bêche et normalement tu devrais avoir entre 5 et 10 vers de terre en moyenne dans chaque coup de bêche, quoi. Tu prends ta motte de terre, tu regardes vite fait, et si tu trouves 5 ou 10 vers de terre, c'est que tu as une population qui est bonne à 1 tonne et demie de vers de terre et tu as un sol pas mal vivant. C'est ce que tu vas trouver dans la plupart des prairies, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui est très intéressant dans les analyses. Bon, finalement, classiquement, on a fait les analyses laboratoires. Ça, c'est une voie, on va dire, standard, classique. Ensuite, il y a une voie qu'on est en train de pousser sur la réduction des coûts des analyses laboratoires et d'avoir un laboratoire de poche. Et finalement, on a l'impression que demain, le téléphone pourrait être un laboratoire de poche avec un certain capteur, des petits spectromètres. Et bien, on peut flasher quelque chose et connaître sa composition comme une analyse laboratoire. Donc ça, c'est un projet qui est très excitant parce que il n'y aurait plus qu'à flasher un sol, une plante ou même un produit fini comme une tomate, une carotte et connaître sa composition. Alors on ne connaîtra peut-être pas absolument tout avec le même niveau de précision. Et puis ce qui est très surprenant, c'est qu'à force de creuser avec toutes ces batteries d'analyse, on en revient aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est le spectromètre qui est notre œil, c'est la puissance des capteurs tactiles, visuels, sensoriels, c'est toute notre batterie de sens. Et une des meilleurs outils d'analyse de sol, en fait, c'est juste l'observation de la pousse spontanée de l'herbe. Donc laisser un terrain tranquille, sans rien faire, et observer ce qu'il dit. Et ce qu'il va raconter, c'est qu'il va produire une hauteur de biomasse qui est directement proportionnelle à la fertilité naturelle du sol. Et du coup, de faire ce lien tout simple, de dire je veux savoir où en est mon sol, apprenons à regarder déjà juste la hauteur de végétation. Et ça donne une très bonne indication si on est plutôt de l'ordre de, malgré tout, 1-2% de matière organique, ou plutôt 4-5%, entre 3 et 5% de matière organique. Et ça, on arrive à l'affiner en plus derrière avec l'observation du sol. Donc on a des petites techniques comme ça qui nous permettent d'estimer de manière grossière ce qui se passe dans notre sol. Mais et puis là, par exemple sur les graminées, on va avoir tout simplement la taille des feuilles. Vous allez vous promener dans un sol très pauvre, les feuilles font à peine 1 millimètre de large. Et une plante grasse, une graminée grasse, elle va faire quasi 1 centimètre, voire plus de large, alors que ça peut être la même plante d'un endroit à l'autre, et même sans être expert. On a quelques beaux trèfles ici. Voilà, on a quelques beaux trèfles, et entre un trèfle comme ceci et un trèfle qui fait des feuilles de quelques millimètres, voilà, il y a une énorme différence. Qu'est-ce qui se passe entre une tomate très industrielle et une tomate sol vivant? De faire des tests gustatifs. Bon, ça c'est un truc rigolo. On a mené une étude sur 2 ans. On a fait faire 4000 tests gustatifs sur un échantillon de milliers de personnes. Et ils nous ont dit, la note qu'on donne entre une tomate bio, issue de magasins bio, et une tomate bio mais sol vivant, il y a un différentiel de 2 en termes gustatifs. Et après, il y a une énorme histoire de gâchis dans la recherche scientifique agronomique des dernières décennies. C'est qu'il y a eu énormément d'argent public qui a été donné pour faire de la recherche.
et toutes les données des analyses dont on parle, elles n'ont pas été rangées de manière ordonnée, classée. Personne peut faire le lien entre toutes les données de tout et de les recollecter aussi les choses, parce qu'on ne veut pas regarder que la qualité nutritionnelle. On veut faire un lien entre qualité nutritionnelle et pratique agricole. On veut faire un lien entre qualité du sol et pratique agricole. On veut faire un lien entre la pollution de l'eau et les pratiques qui ont eu derrière. Et donc tous ces liens-là, on n'a pas aujourd'hui les outils qui nous permettent de comprendre, alors on déborde de technologie, on déborde de savoir-faire, on déborde de serveurs et de tout ce qu'il faut pour stocker des tonnes et des tonnes de vidéos qui n'ont de la data en quantité colossale, et on n'a même pas su s'organiser en tant que société à collecter de manière systématique ce qui est la base de la science. C'est là où aussi on a une approche pragmatique, on n'est pas dogmatique de dire notre système est le meilleur de tous. Mesurons-le, vérifions, et on va avoir des surprises. On va avoir des surprises. Il y a certains aspects du bio qui seront très bons, certains qui seront très mauvais, certains aspects de l'agriculture conventionnelle qui sont plutôt bons par rapport à un sol vivant, et d'autres qui sont moins bons. Et ainsi, voilà, d'avoir cette finesse de compréhension. Si aujourd'hui, la science est devenue une religion, mais dans le monde de l'agriculture, c'est vraiment devenu une religion très obscurantiste, dans le sens où on ne fait pas ce travail scientifique de base, et ça c'est quelque chose de très fort qu'il faut que nous on veut aussi développer au travers de programmes de recherche. Et ce qui est magique, des choses rigolotes que les gens peuvent faire, c'est prendre l'application PlanteNet sur le téléphone, reconnaître automatiquement le nom des plantes, utiliser l'application Merlin Bird, qui est une autre application qui reconnaît automatiquement le son des oiseaux, enfin, grâce à l'enregistrement sonore, reconnaît automatiquement le son des oiseaux. Il y a des très belles choses à développer devant nous, en incluant tout le monde, les citoyens et les étudiants, et le monde de la recherche évidemment, qui ne doit pas être mis de côté, et qui au contraire doit être au cœur de tous ces sujets. Courgette aux pneus. Non, c'est une combine qu'on a mis au point. En fait, nous, on est quand même une région avec des gelées tardives. Et donc, ce type de culture comme la courgette, même sous serre, on peut avoir des gelées tardives début avril. Et donc, on avait eu cette idée simplement de faire un microclimat avec des pneus. Et donc, si vous voulez faire des cultures d'été en plein champ, mais très précoces, en fait, c'est assez simple. Sur la prairie, vous mettez un carré de bâche de la taille du pneu, vous mettez le pneu par-dessus, vous mettez ça à peu près 3 semaines avant de planter la culture, vous mettez un petit voile, là on a des voiles de forçage qu'on appelle du P17, et globalement vous allez créer un microclimat avec une très grosse inertie thermique. La nuit, quand il fait un peu froid, on a un différentiel de 10 degrés entre l'intérieur du pneu et l'extérieur. Et puis après, il faut venir tondre l'herbe pour qu'elle ne concurrence pas trop, puis irriguer un peu, quoi. Sur l'eau, il y a plusieurs éléments de base à rappeler. C'est que quand il n'y a plus d'eau dans les systèmes et quand on arrête d'irriguer, ça s'appelle techniquement un désert. Et qu'il y a un moment donné où si, pour des raisons climatiques, il y a un vrai manque d'eau et qu'on s'interdit de rajouter de l'eau dans les systèmes, on va tout droit vers le désert, et c'est ce qui se passe avec ces arbres qui meurent, etc. Et dans le même temps, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on recycle 0,8% de toute l'eau que l'on sort des nappes. C'est-à-dire qu'on pompe une grosse quantité, et cette quantité, elle est consommée pour tout un tas d'usages, des usages domestiques, des usages industriels, et ensuite tout est relargué, non pas dans les nappes, mais dans les rivières. Et la rivière, on relargue très très peu à la nappe. Donc une grosse partie de l'eau que l'on pompe va directement dans la mer. Il ne fait pas de pluie surtout. Et du coup, ça chante un énorme, tout travail sur les cycles de l'eau, ça casse des cycles de l'eau qui seraient faciles, parce qu'on pourrait réutiliser plusieurs fois la même eau. Et en fait, l'eau, elle se recycle à l'infini. Enfin, le vivant recycle tout à l'infini. Et il y a un gros sujet, c'est que nos technologies et nos modes de gestion de l'eau actuels recyclent très mal l'eau, alors que quand on arrose, en fait, on recycle l'eau, parce qu'on sort l'eau de la nappe. Elle est posée sur le sang, et une grande partie qui peut aller dans l'air, mais surtout la grande partie retourne à la nappe.
Donc là, c'est un recyclage qui fonctionne bien. Par contre, d'amener de l'eau, de la pomper, de la mettre sur un sol nu avec de mauvaises conditions, il y a une grosse partie qui va ruisseler sur le sol parce que le sol est nu, parce qu'il n'y a pas de paillage. Et là, l'eau, elle est perdue, elle retourne vers la rivière. Et c'est aussi le problème de toute sur la thématique de l'eau. Le problème des sols nus, c'est la première moyen d'éviter tout ce problème d'érosion, c'est d'arrêter le travail du sol. Sur cette question de la réutilisation de l'eau, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'utiliser l'eau en sortie de station d'épuration, quelle que soit la taille, directement pour arroser tout ce qui est production de biomasse. Et la production de biomasse, on va arroser la culture, on va produire de la biomasse, on va créer une production, peut-être aussi fourragère. Mais l'eau va aussi retourner à la nappe, on va continuer à pouvoir remplir la nappe et on va pouvoir recréer différents cycles de l'eau à différents étages. Et puis ce qui est vraiment magique et qui nous a vraiment surpris il y a quelques années, c'est de découvrir cette phrase que l'arbre fait tomber la pluie. Quand on dit ça, on se dit bon là on est dans le conte de fées pour les enfants. Mais en fait, c'est un vrai travail scientifique qui a été fait et qui montre que oui, l'évapotranspiration et aussi l'envoi de quelques petits morceaux de pollen, etc., contribuent à faire pleuvoir, littéralement, par différents mécanismes, et à faire pleuvoir plusieurs fois. Et donc la même eau qui vient de l'océan, qui est déchargée sur le continent, peut être réévaporée, retomber, réévaporée, retomber. Et c'est ce système qui est utilisé dans les forêts tropicales. Il y a des questions à se poser sur comment est-ce qu'on recrée ces cycles de l'eau et comment est-ce qu'on se rappuie sur l'arbre et sur la végétation au sens large, puisque quand vous avez un différentiel de température de 15 degrés entre la forêt et le champ de blé qui vient d'être moissonné, vous savez que vous êtes en train d'assécher le climat. Après, on peut peut-être aborder le problème de la pollution de l'eau, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses et on entend beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Et déjà, redéfinir ce qu'est la pollution de l'eau. Est-ce que la pollution de l'eau, est-ce que c'est les produits chimiques qu'il y a dedans? Est-ce que c'est les bactéries qu'il y a dedans? Est-ce que c'est la terre qu'on peut voir dans les rivières? Dans beaucoup de rivières de France, on a quand même des eaux très boueuses. Et aujourd'hui, on a un peu hiérarchisé les problèmes. Le premier des problèmes aujourd'hui sur la pollution de l'eau, c'est la présence de matières minérales, donc de boue, dans la plupart des rivières de France, et la plupart des nappes phréatiques. Et ça, tu le découvres en discutant avec les gens qui font les pompages d'eau pour t'amener de l'eau robinet, tu vois, tous les bassins de captage et compagnie. C'est quand même aujourd'hui l'élimination des matières minérales de l'eau qui coûte le plus cher. Et d'où vient cette boue, en fait? C'est ça la question, c'est est-ce que c'est normal qu'il y ait de la boue dans les nappes phréatiques? Si je dis que la forêt fait de l'eau propre et pas boueuse, on me croit pas, mais oui, c'est quand même comme ça dans la réalité. C'est pour ça, et ça c'est une des propriétés des sols aussi, un des modes de fonctionnement du sol, qui nous faut comprendre que le sol est bel et bien vivant et qu'il a certaines propriétés qui sont typiques du vivant. C'est que le sol, s'il n'est pas travaillé mécaniquement, s'il n'est pas déstructuré, s'il est très actif biologiquement, tu peux mettre autant d'eau que tu veux dessus. Bon, il y a bien évidemment des limites à tout, mais tu peux en mettre quand même vraiment beaucoup, avant que tu aies le moindre lessivage, la moindre lixivation. En fait, toute l'eau qui va traverser un sol vivant non perturbé va ressortir propre. Alors quand je dis propre, c'est vraiment propre, hein. C'est-à-dire pas de nitrate, que dalle, c'est vraiment propre, quoi. Et même mieux, ça peut nettoyer ton eau. C'est-à-dire que si tu as des eaux grises, de l'eau de vaisselle ou des choses comme ça, tu vas mettre ça dans ton sol. Un des boulots du sol dans la nature, c'est de capter tous les oligo-éléments, tous les ions, toutes les pollutions, pour les traiter et en renourrir les plantes, quoi. Et tu as un débat qui est aujourd'hui très très décalé sur les produits chimiques. Tu vas te dire, on a retrouvé du ci, du ça, des nitrates dans l'eau des nappes et tout. Sauf que quand on parle de ça, en fait, on oublie complètement que, en fait, on regarde qu'un aspect du problème. C'est-à-dire que, ok, d'accord, il y a un peu de produits chimiques dans l'eau d'une nappe, d'accord, mais en fait, il y a aussi de la biologie, c'est-à-dire des bactéries qui viennent parce qu'on a des structures qui sont lessivées avec l'eau parce qu'on a déstructuré le sol au-dessus, et il y a aussi beaucoup de boue, quoi. Et en fait, on va regarder que la chimie parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as une bataille entre les conventionnels et les bio pour savoir qui est le plus vertueux et le moins méchant. Et donc, tu as les bio qui vont dire « Ah oui, mais nous, on ne met pas de chimie, alors il n'y a pas de chimie dans l'eau. » Et puis, et en fait, aujourd'hui, tous les organismes de traitement de l'eau savent assez bien traiter les boues qui sont dans les eaux. Alors, quand il y en a vraiment beaucoup trop, c'est compliqué, mais
C'est des systèmes mécaniques assez simples, on sait faire des filtres, etc. C'est auto-nettoyant, on sait faire des très gros volumes, ça fait longtemps qu'on sait construire les usines. Et donc, en soi, c'est plus trop un enjeu parce qu'on sait le traiter. Bon, ça a un coût, c'est sûr, c'est un coût, mais on sait le faire. Après, tout ce qui est problématique de biologie, c'est-à-dire toutes les bactéries qui peuvent trimballer dans l'eau, on sait aussi traiter ça parce qu'on envoie des ultraviolets, des ceci, des cela, et on arrive à tuer toutes ces bactéries. Et à la fin, il y a un truc qu'on a quand même vraiment du mal à traiter, c'est en gros la chimie résiduelle. Mais cette chimie, ça peut aussi bien être de la chimie biologique, c'est-à-dire des nitrates naturels, des phosphates naturels, que de la chimie de synthèse. Sauf qu'on part du présupposé que la chimie naturelle, elle n'est pas dangereuse. Et on part du présupposé que la chimie de synthèse, comme ça s'appelle un insecticide et un fongicide, ça doit être dangereux. Et en fait, comme on sait traiter la boue, comme on sait traiter la biologie, qu'on ne se préoccupe pas de la chimie naturelle, on se préoccupe à la fin que de la chimie de synthèse qui est présente dans l'eau. Et donc tout le débat porte autour de ce résidu de chimie de synthèse qu'on ne sait pas traiter, parce que là, c'est des molécules qui sont en suspension dans l'eau, c'est pas simple à traiter, quoi. Et nous, notre proposition, elle est simple, c'est arrêter de travailler les sols au-dessus avec des charrues, vous n'aurez pas de boue, vous n'aurez pas de bactéries, vous n'aurez pas de chimie biologique et vous n'aurez pas de chimie de synthèse. Parce qu'en fait, la plupart des produits phytosanitaires de synthèse se dégradent très bien dans les sols si les sols sont vivants. C'est des chaînes carbonées, c'est bouffé par la biologie du sol, c'est pas un enjeu, c'est plus un problème. À partir du moment où tu as des sols vivants, les sols vivants sont capables de dégrader toutes les molécules de synthèse. Donc en quoi les sols vivants, les sols couverts améliorent la gestion de l'eau? Donc en fait, on augmente grâce à la porosité des sols et très principalement grâce aux galeries de vers de terre. Alors les cheminements de racines font la même chose. À chaque fois que vous avez des grosses porosités comme ça dans le sol qui aident à ce que l'eau descende dans le sol, en fait, vous augmentez la surface d'infiltration par capillarité de l'eau dans le sol et vous rechargez très très rapidement en fait, ce qu'on appelle la réserve utile du sol, c'est-à-dire l'eau dans le sol que la plante va pouvoir aller repomper après pour aller rechercher des nutriments. Si, à contrario, vous avez un sol sans galerie de vers de terre et sans porosité, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? L'eau met beaucoup de temps à descendre, et quand je dis beaucoup de temps, ça peut se compter en jours des fois, pour s'infiltrer dans le sol. Et donc vous vous retrouvez avec des zones dans le sol qui sont ce qu'on appelle en anoxie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène, c'est noyé dans l'eau, et là si vous avez des racines de plantes, ça ne se passe pas très bien. Si vous commencez à avoir un peu trop d'eau, qu'est-ce qu'a fait l'eau en surface? Si vous avez un tout petit peu de pente, ça se met à ruisseler. Donc vous avez des glissements de terrain, vous avez de l'érosion, vous avez de la boue. On le voit dans les zones de coteaux, tout le vignoble français, on a perdu 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, des fois 3 mètres de sol dans les coteaux, quoi. Ça ne revient pas, parce que cette pédogénèse que met en place la nature pour refabriquer du minéral, c'est 1000 ans, c'est 10 000 ans, quoi. Donc ça c'est un peu perdu quand même. Après, avec des bonnes pratiques, on arrive encore à produire. Tant qu'on a des vers de terre et un peu d'eau, ça produit. Donc aujourd'hui, on a un système médiatique qui va monter en épingle un phénomène d'une pollution à un endroit ou d'un lot de bouteilles minérales ou d'un captage qui a eu vraiment des valeurs dramatiques d'un point de vue pollution. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le système dans son ensemble et d'avoir cette approche de transparence de tous les captages, de toutes les qualités de l'eau partout. Et donc le débat est complètement biaisé sur l'eau et en fait, il n'y a pas tant de complexité de ça, il n'y a pas tant de complexité que ça si on veut résoudre le problème. La nature nous montre le modèle, il faut de la couverture végétale, il faut des racines, il faut des vers de terre, quoi. Ça va recréer le cycle de la pluie à l'intérieur des continents et voilà, il faut de la couverture végétale. C'est 3 faits. Voilà. Il y a un des enjeux aussi, c'est de revégétaliser les villes aujourd'hui. Comment la nature nous inspire beaucoup. Si tu prends une montagne, tu vois, des zones rocailleuses, et que tu regardes comment la nature installe des végétaux sur ces rochers, ces montagnes qui ne sont pas vraiment des sols, en fait la nature te montre, elle fait pousser des plantes grimpantes. Elle n'a pas une structure horizontale comme ça, mais la fertilité elle se fait dans des failles où s'infiltre l'eau, et où tu as des plantes grimpantes, des plantes lianes, etc. Et ça c'est très inspirant pour imaginer comment végétaliser une ville, parce qu'en fait une ville, du béton grosso modo, c'est des cailloux, quoi, tu vois, c'est inerte. Mais sous les bâtiments, il y a quand même du sol. Et il y a quand même de l'eau qui tombe sur le bâtiment. Dans un immeuble, dans une maison, dans une entreprise, à toutes ces échelles, on va pouvoir se reconnecter et remettre cette nature au centre de nos activités du quotidien et d'en retrouver aussi tous les bénéfices
Ça, c'est un joli projet de société qui est proposé ici, puisque c'est vertueux, tout le monde peut y gagner, et tout le monde peut gagner à glaner sur son chemin de travail quelques pommes, quelques abricots, quelques framboises, des blettes qui sont très faciles à cultiver, et de remettre, de recréer cette synergie possible au quotidien. Donc là, il y a un joli projet aussi de société qui ne demande pas d'argent public, qui ne demande pas telle ou telle intervention de telle personnalité médiatique. C'est juste nous, en tant que citoyens, de se dire, ah bah oui, je veux pour moi-même sur mon balcon faire quelque chose, je veux pour mon école faire quelque chose, je veux pour mon entreprise amener quelques arbres en plus ici, comprendre que ça n'a pas d'utilité de venir tourner la pelouse chaque semaine si on va pas y jouer au foot, comprendre que ça coûte rien de laisser une liane grimper sur un bâtiment, voilà, donc c'est plein de choses vraiment assez magiques à créer dans nos quotidiens, et on n'a pas besoin d'habiter à la campagne pour retrouver ce caractère. La mécanisation, elle est au cœur de nos vies. Voilà, tout le monde prend une voiture, tout le monde prend une voiture pour se déplacer aujourd'hui, ou des transports en commun. Et nous, aujourd'hui, on ne peut plus penser à déplacer des tonnes de légumes, parce qu'une ferme va produire des tonnes de légumes, de tout déplacer uniquement à la main. Même, de toute façon, on livre tout simplement nos légumes, évidemment, avec des véhicules thermiques. Et c'est la même chose au champ. Donc, il y a tous les aspects logistiques, on va utiliser la mécanisation beaucoup pour ça. On est aussi à utiliser pas mal de matière organique, donc on va déplacer cette matière organique, pas que à la force de nos mains, même si de temps en temps ça nous fait bien dessus un bon coup et ça nous évite de payer pour aller à la salle de gym. On peut aller dans la serre tropicale aussi, ça marche. On peut aller dans la serre tropicale, on a tout un tas d'outils pour garder un bon tonus musculaire, mais l'idée c'est pas de non plus s'épuiser, c'est d'utiliser cette puissance des machines à la bonne place, au bon endroit, et aussi au service de l'ergonomie de manière prioritaire. Les gens croient que tout est récolté à la main, par exemple les haricots, les petits pois conserve, le maïs qu'on va manger, non, tout est aujourd'hui ultra mécanisé, parce que en même temps plus personne ne veut passer une journée entière à récolter des navets ou à récolter du melon dans le cagnard. Voilà. Donc on a aussi un problème de main d'œuvre, et ça questionne énormément de choses, parce que oui, on voit bien que si on va dans tout industriel, faudra tout robotiser si on veut continuer tel que c'est, parce qu'on n'a plus la main d'œuvre pour le faire. Et quand on est à petite échelle, on n'a pas tous ces problèmes-là, parce qu'on est content de le faire, on est à taille humaine, voilà. Et puis il y a des modèles mixtes où on peut inventer aussi des systèmes où on peut être à grosse échelle et l'homme est très présent malgré tout. Et voilà, donc c'est un sujet où il y a beaucoup d'idées reçues. Et de préjugés sur un matériel va forcément avoir un impact négatif. Non, quand il est pris c'est peut-être ça qui est important, c'est de proposer une grille de lecture. Proposer une grille de lecture pour comprendre quand est-ce que la machine, qui n'est pas vivante, va dans le sens du vivant, nous aide à améliorer notre production, la qualité de nos systèmes de production, et à quel moment son impact est négatif. Je pense que le premier point, c'est de comprendre que, évidemment, jamais une machine ne va réussir réellement à aider une plante à pousser, parce que le vivant, c'est en soi une nanotechnologie qui se suffit elle-même, qui pousse toute seule. Déjà, tu peux venir avec n'importe quel tracteur, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas aider deux cellules à se diviser et à réaliser tous les processus chimiques, nanotechnologiques incroyables que le vivant développe quand deux cellules se divisent et qu'elles se multiplient. Tu vois. Ça, déjà, l'absorption des nutriments dans le sol par tous les mécanismes des racines, tu le feras pas avec un marteau, un clou, une clé, un moteur. Tu vois. C'est quand même, il y a cette part de l'autonomie du vivant qu'il faut quand même bien comprendre, et qui nous constitue nous-mêmes aussi. Mais ce vivant, c'est une nanotechnologie autonome, et à partir du moment, et aucune machine ne va vraiment l'aider à mettre en œuvre cette autonomie. Par contre, on peut l'aider à réaliser cette autonomie. Si mon sol n'est pas tout à fait assez fertile, effectivement, je peux peut-être passer avec un épandeur, avec un pulvérisateur, mettre un petit peu d'engrais parce qu'il en a besoin, mais c'est bien la plante elle-même après qui va aller chercher cet engrais pour s'en nourrir et se développer. Par contre,
il y a un moment, on entend des discours dans le monde agricole où on nous dit que, par exemple, avec une charrue, on va aérer un sol. Alors, c'est pas faux, parce que quand tu laboures, oui, tu mets de l'air dans le sol, c'est vrai. Sauf que dans la nature, d'habitude, les prairies et les forêts n'ont pas besoin de charrue pour avoir des sols aérés. Et donc, oui, c'est vrai qu'on aère les sols avec une charrue, mais on est aussi en train d'absolument tout détruire. Donc c'est là, tu vois, que je vais essayer de proposer une grille de lecture qui est que quand on utilise un outil mécanique pour déstructurer physiquement des éléments du vivant, eh ben, ça n'aide pas à faire pousser, quoi. Par contre, là, par exemple, avec nos approches en couverts végétaux, on va utiliser une tondeuse pour broyer le couvert. Parce que là, ce qu'on veut faire à ce moment-là dans notre système, c'est bien accélérer la décomposition d'une certaine quantité de matière organique, d'un certain sous-ensemble de notre système de production agricole, parce qu'on veut justement dégrader spécifiquement ce végétal-là pour nourrir le sol. Donc je vais tondre mon couvert avec une machine parce que je sais que je vais avoir une action délétère sur le vivant très momentanément, parce que je veux activer le cycle du recyclage. Le premier projet, ça a été donc le maraîchage sol vivant, donc de créer une association nationale pour que les producteurs de légumes puissent échanger entre eux sur nos approches sol vivant, quoi, tout simplement. Et ça va être vraiment un facteur très important pour remettre en circulation l'information assez horizontalement entre les producteurs. Et quand on a lancé nos premières initiatives de grandes réunions nationales autour de nos thématiques du sol vivant et de la production légumière, la réponse a été beaucoup plus positive qu'on imaginait. On a vite eu des centaines de personnes dans nos rencontres. Et donc on s'est dit, il y a un truc à faire, il y a une attente. Puis on a produit des vidéos de formation, en fait, simplement. On allait filmer en salle des formations. Et on a passé pas mal de temps à trouver des formateurs, aussi bien issus du monde de la céréale que du monde de la recherche, que des grands chercheurs comme Marcel Boucher sur les vers de terre. On a organisé des formations avec eux, on a filmé ça et puis on a mis ça en ligne. Petit à petit, après, les gens se disent, non, mais moi, je veux créer aussi, impulser sur mon territoire la dynamique collective qui est nécessaire pour que ça prenne corps et pour créer de l'échange et pour créer une dynamique. Et les formations et les vidéos, en fait, sont les prémices de ces réalités de terrain. Et puis après, suite à cet essor du besoin, on voit cette demande de la formation. En 2017, on a donc décidé conjointement de créer Vers de Terre Production, qui voulait répondre pleinement à ce besoin de former au-delà du maraîchage sur toutes les filières, puisqu'on finalement on voyait bien que l'agronomie elle était un socle commun à toutes les filières et qu'il y avait des ponts très très intéressants à faire entre filières et que c'était intéressant d'aborder l'agroécologie des sols vivants dans sa globalité avec Vers de Terre Production comme organisme de formation. Et aujourd'hui, on a aussi développé un pôle R&D qui est vachement développé. Bon, c'est toi qui le gères d'ailleurs. Oui, d'aller au-delà de la formation, de faire tout ce travail d'expérimentation qui est basé sur la connaissance des agriculteurs, donc de valoriser le travail d'expérimentation des agriculteurs pionniers qui ont fait des trajectoires un peu parallèles aux nôtres, de vouloir absolument faire progresser leur système de production, et du coup on veut leur rendre hommage en allant les voir, en allant documenter, en les rendant visibles. Donc ça c'est tout un travail de dénicher, traquer l'innovation, de la documenter, de bien la documenter sur tous ces niveaux, et c'est ce qu'on fait majoritairement d'un point de vue recherche-développement. C'est une des initiatives qui va se démultiplier dans les années à venir, d'avoir des réseaux pilotes, enfin des fermes, des sites pilotes, démonstrateurs, qui sont à la fois des lieux expérimentaux, des lieux d'échange, des lieux de formation, des lieux d'innovation, qui donnent à voir à une échelle locale, parce que tout ce qui est fait ici, on peut pas le transposer de but en blanc dans le sud de la France, puisque c'est un autre contexte pédoclimatique. Mais voilà, on a tissé tout ce réseau, et l'idée aujourd'hui, c'est de, si besoin, de monter des structures qui vont rendre des services manquants, quoi. Et comme tu l'as dit, c'est un peu le projet des serres de Marcel, c'est de se rendre compte qu'il manquait un maillon dans toute notre chaîne. C'était la production du savoir-faire technique à travers des petites stations expérimentales de développement, d'éducation, d'enseignement. Donc évidemment, faut être clair, on ne finance pas tout ça avec la vente des légumes, même si on en produit beaucoup. Mais on a activé plein de projets de recherche et développement pour financer ça. Voilà, c'est quand même aussi un gros montage qui ne s'improvise pas comme ça en claquant des doigts.
faut prendre le temps d'organiser tout ça, quoi. Et puis après, dans les projets futurs, on a pas mal de choses dans les cartons. Qu'est-ce qu'on a? On a un projet de plateforme d'échange de semences qui est là dans les cartons depuis quelques années. On a réfléchi à cette question. On est en train d'essayer de concevoir des nouvelles modalités pour on est en train de poser les bases d'une nouvelle plateforme de e-learning. Donc on est en train de développer plein de stratégies pour que les producteurs puissent plus facilement prendre part à des actions de formation, être rémunérés pour ça. On voit que, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'agriculture a un impact énorme qui peut être négatif ou positif, mais la même production peut avoir un impact très négatif, très positif, sur tous les aspects économiques, environnementaux, sociaux. Alors moi, ce qui me motive personnellement, c'est de voir qu'on a un impact énorme avec des technologies aujourd'hui révolutionnaires qui étaient inimaginables il y a 20 ans grâce à tout le monde numérique, et d'utiliser aujourd'hui des outils de diffusion de connaissances qui sont extrêmement efficaces pour créer une vraie révolution agricole. Il y en a qui l'ont appelé la révolution d'un seul brin de paille. Bon, il y en a, la révolution de réintroduire finalement la nature au cœur de nos vies. Et il y a des très très jolies choses à faire avec ça à tous les niveaux, en particulier pour la jeunesse, en particulier pour notre futur. Et cette idée de contribuer à créer un environnement qui soit plus de l'ordre du paradis, de l'ordre de la relation intime avec le vivant, c'est quelque chose qui m'anime fortement. Que je suis quand même originaire du monde agricole et qu'en parallèle, ma famille avait quand même pas mal souffert de la Révolution verte, des choses un peu trashos quand même, parce que la Révolution verte, il y a quand même un moment où on a subventionné la destruction du bocage, on a subventionné de boucher les mares, de tout détruire, d'arracher les pommiers, et de tout labourer pour tout mettre en blé, quoi. Donc dans l'histoire de la famille, ça avait laissé des traces un peu violentes, un peu indélébiles. Et malgré tout, j'étais resté assez attaché, puisqu'on avait toujours notre corps de ferme, c'est la ferme, le jardin des Pelletiers, qu'on a reconstruit avec mon frère. Et il y avait une forme un peu de revanche, tu vois, de se dire, il y a des politiques, il y a des dynamiques économiques, des dynamiques sociales, des dynamiques technologiques, qui ont un peu détruit, je dirais, le travail qui avait été construit par mes ancêtres pendant plusieurs siècles, parce que nous, ma famille, on est resté plusieurs siècles au même endroit, sur la même ferme, à construire les choses, à planter des poiriers, à planter des haies, à creuser des mares, à construire des bâtiments, et tout ça était en train de tomber en ruine, parce que inadapté à l'ère moderne, et on avait un peu envie de prendre une revanche sur tout ça, et surtout de comprendre, quoi. C'était surtout de comprendre qu'est-ce qui s'était passé vraiment, quoi. Pourquoi les modèles de production agricole de mon grand-père, de mon arrière-grand-père et de tous les autres avant, tout d'un coup devenaient obsolètes, alors que ces gars-là vivaient pas si mal que ça sur leur ferme, et ils avaient construit complètement le paysage pour justement le transformer en une espèce de jardin d'Éden, où il y avait des trucs qui poussaient partout, il y avait des mares avec de l'eau pour les animaux, il y avait des bâtiments pour se mettre à l'abri l'hiver, ce qu'ils avaient fait n'était pas débile, quoi, tu vois, c'était pas complètement con, quoi. Et donc là, ça a été le début d'un cheminement où on a essayé de comprendre l'histoire de notre propre famille, l'histoire de l'agriculture. Donc tu vois, on a été lire des bouquins sur la Révolution verte, qu'est-ce que c'était, comment ça s'est passé. On a été à la rencontre d'agronomes qui eux-mêmes avaient étudié un peu ces choses-là, on avait lu beaucoup. Et puis petit à petit, on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, il y avait aussi un très gros problème sur la gestion des sols notamment, et qu'en fait, on n'arriverait que très difficilement à créer une agriculture durable sans vraiment reposer les bases d'une agronomie moderne qui s'appuie sur l'écologie, qui s'appuie sur les vers de terre, sur le sol vivant et la photosynthèse, pour régler tous ces problèmes de gestion de l'eau, pour régler tous ces problèmes de pollution, d'érosion des sols. Donc ça, on l'a compris et on l'a mis en œuvre dans notre métier, puisque on a redéveloppé une activité de production légumière sur la ferme familiale, quoi. Donc voilà, il y a une part très enrichissante parce qu'on découvre plein de trucs qui sont très moteurs. Il y a une petite part de revanche sur le passé quand même, où à un moment, c'est quand tu as grandi dans une ferme en ruine, où il n'y avait pas les moyens de reconstruire les bâtiments qui s'écroulaient un à un, tu es content, tu vois, 30 ans après, de pouvoir reconstruire tout ça petit à petit et de remettre tout debout, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça devient aussi moteur parce que on arrive à monter des entreprises qui sont rentables, on arrive à construire plein de projets, et donc au bout d'un moment, c'est marrant, quoi. Et puis je crois qu'on aime bien la bagarre aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on aime bien se bagarrer avec les gens qui défendent aujourd'hui d'autres modèles agricoles, quoi. C'est rigolo, quoi, de se chamailler un bon coup, et puis souvent d'essayer de gagner à la fin quand même, quoi. Surtout quand on a des résultats de production, quoi, c'est sympa.
Eh ben, un grand merci. Merci d'avoir pris ce temps-là, parce qu'avec tous ces projets que vous portez, évidemment, j'imagine que les journées sont trop courtes pour pouvoir tout faire. Merci d'avoir offert à Citizen Light et à moi personnellement, à Kina, pour gérer m'informer chez vous, cette matinée partagée. En tout cas, c'était un très beau moment, inspirant. Merci d'être animé, merci d'être passionné, merci d'être dans cet espoir et cette volonté d'influencer de manière constructive, positive, de poser des questions, de sortir de certaines idées reçues, d'apporter un peu plus de nuances, apporter aussi du pragmatisme et de sortir de lectures parfois trop manichéennes des enjeux autour de l'agriculture, où en fait c'est important, comme vous le faites très bien, de faire se rencontrer les mondes avec une démarche scientifique, une démarche sur le terrain, une démarche de mise en réseau avec des pionniers qui, j'espère, inspireront le monde agricole de demain. Un grand merci du fond du cœur, François. Eh bien, merci à toi d'être venu nous voir. Merci. Ça a fait plaisir. Merci à toi. Beaucoup, Vincent. C'était vraiment un grand plaisir partagé. Bonne continuation et j'espère un de ces jours sur les routes de France. À bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Et vive les vers de terre quand même. Vive les vers de terre.